Euh, alors du coup, ouais, moi je vais vous parler de l'arbre, donc on va changer un peu de temporalité et de hauteur par rapport aux prairies. Donc c'est une présentation que j'ai préparée avec Sandra Novak, donc, qui est aussi ingénieure de recherche à INRAE. Donc il y a une première question qui est de pourquoi chercher à replanter des arbres en élevage. Et en fait, les arbres, ils ont l'avantage de pouvoir répondre à des attentes qui sont à la fois celles des consommateurs et celles des agriculteurs. Alors déjà, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a l'aspect bien-être animal. Donc ça, c'est une photo en juillet, il faisait 30 degrés. On voit que les vaches elles mettent directement la tête à l'ombre dans les prairies. On a un aspect biodiversité, donc par exemple pour les pollinisateurs, là ça c'est une photo qui a été prise en février, il n'y avait encore aucune fleur dans les prairies, et par contre les saules étaient déjà en fleurs, et donc tous les bourdons étaient sur les saules qui étaient disponibles. On a un aspect neutralité du carbone. On nous parle de plus en plus d'avoir une agriculture qui est neutre en émissions de carbone. On nous parle aussi de financement des agriculteurs qui stockent du carbone dans le sol, et donc les arbres peuvent aider à atteindre ce point-là. Et enfin, moi vraiment ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est l'autonomie fourragère. Parce que comme on le voit là, en été, les prairies, elles sont complètement grillées. Ça va sûrement pas s'arranger avec le changement climatique qui arrive. Et par contre, ce qu'on voit, c'est dans nos forêts ou dans les haies, etc., les arbres, ils gardent des feuilles vertes. Donc on peut avoir un intérêt potentiel d'avoir des arbres fourragés en été. Alors comment replanter les arbres? Moi, je travaille donc sur une ferme expérimentale qui s'appelle la ferme Oasis, qui est pilotée par INRAE, qui se situe donc un peu loin d'ici, à côté de Poitiers. Et on est donc dans un climat océanique, mais par contre qui est très séchant l'été. Comme vous voyez les photos, les prairies elles sont grillées en été, donc on a quand même vraiment besoin de nouvelles solutions. Donc sur cette ferme, on a 3 parcelles de lignes fourragées. On a des arbres, donc ce qu'on voit en haut à droite, donc c'est des arbres qui sont maintenus bas, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on a des vignes en bas à gauche. C'est une vigne qui va grimper sur un grillage, et donc qui sera à portée de bouche, à portée de bouche des vaches, et qui fait pas de fruits pour celle-là. C'est uniquement de la feuille. Et après, voilà, on a aussi une parcelle où on essaie de mélanger les deux. Donc là, par exemple, sur la photo, on a du houblon qui grimpe dans un mûrier blanc. Et donc l'objectif, c'est d'avoir encore maximisé le fourrage à disposition des animaux. Moi, je vais vraiment vous parler aujourd'hui plutôt des arbres têtards. Donc, c'est des arbres qui ont été plantés en 2014 et qui ont été taillés en 2019. Donc, c'est ce qu'on voit en haut à droite en février. Et ils ont été donc coupés à 50 ou 80 cm du sol pour vraiment avoir des têtards qui sont super bas. Et ce qu'on voit en 2021 en bas, c'était cet été. Les arbres étaient super bien repartis et en fait, ça permet d'avoir plein de branches et de feuilles qui vont être à disposition des animaux, vraiment de leur bouche. Comme ça, on n'a pas besoin de sortir la tronçonneuse ou je ne sais quoi pour aller chercher des branches. On met les animaux dans la parcelle et puis ils vont se servir tout seuls. Donc la question qui suit, c'est quelles essences replanter en élevage? Et pour ça, c'est comme quand on choisit des fourrages, il faut connaître la valeur nutritive, il faut connaître les rendements, et il faut aussi se poser la question de l'appétence. Parce que si on a une plante qui fait beaucoup de feuilles, qui sont de super bonne qualité, mais qui a mauvais goût, et donc les animaux ne veulent pas en manger, elle ne sert pas à grand-chose. Donc tout d'abord, au niveau des valeurs nutritives, donc ça, c'est des valeurs nutritives qui ont été faites en été. Donc on a en noir les herbacées, et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le dactyle, le raisin, en fait, ils ont des valeurs nutritives qui sont équivalentes, hein, comme le disait Pierre-Marie tout à l'heure. Le raisin anglais, il n'aime pas l'été, il n'aime pas la sécheresse, et donc il va perdre énormément en qualité. Et quand on regarde quelques arbres, alors je vais vous montrer ceux que moi j'étudie vraiment précisément pendant mon travail. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a le mûrier blanc qui est en haut, qui a une très bonne digestibilité et une bonne teneur en matière azotée. On a le frêne qui est aussi une frêne commun, qui est aussi une bonne espèce. On a l'aulne de Corse, donc qui est un aulne, mais plutôt méditerranéen, donc qui est adapté au changement climatique, en fait, qu'on peut voir qu'en été, il est à peu près équivalent à de la luzerne. Donc voilà, une luzerne qui est quand même réputée bonne fourragère. Et pour finir, j'ai aussi travaillé donc, sur l'orme lutèce, donc, qui est équivalent au régras en été, et à la vigne. Donc voilà, donc on est toujours dans ces mêmes zones. Donc ce qu'on peut voir, c'est déjà que niveau valeur nutritive, les arbres sont très clairement compétitifs avec les herbacées en été, et donc ça peut vraiment être des bonnes solutions pour compenser le manque de fourrage. Après, comme on le disait aussi un peu tout à l'heure, on peut
il n'y a pas forcément que cet aspect-là à prendre en compte. On peut prendre des aspects un peu plus médicinaux, bien-être animal, santé, etc. Donc les tanins, donc ils ont l'avantage de lutter contre les parasites intestinaux des animaux, et ils ont aussi un rôle où ils permettent de diminuer les émissions de méthane entériques des animaux. Donc on rejoint aussi cet aspect neutralité carbone de l'agriculture. Donc là, ce que j'ai tracé en rouge, là, c'est la limite des 50 grammes par kilogramme. Au-delà de ça, on est dans des espèces qui sont quand même très, très fortes en tanin. Et donc on voit qu'on a toute une liste d'espèces, hêtre, kiwi, vigne, noisetier, le sainfoin, qui est une espèce herbacée, mais qui est très souvent utilisée pour sa teneur en tanin, donc c'est pour ça qu'on l'a gardé dans le graphique, le saule et le robinet. Donc on a quand même vraiment des espèces qui peuvent vraiment avoir un très fort rôle médicinal. Après, on peut aussi s'intéresser aux teneurs en minéraux. Donc là, les arbres, ils ont de très fortes teneurs. Si on s'intéresse au phosphore, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on voit qu'on a pas mal d'espèces qui ont plus de 2 fois plus de phosphore dans les feuilles d'arbres que dans les espèces herbacées. Et on peut regarder ça pour beaucoup de minéraux. Donc le calcium, on peut en trouver 4 fois plus dans les arbres. Le magnésium, on peut en trouver 2 fois plus. Le manganèse, 3 fois plus. Et le zinc, on peut monter jusqu'à 4 fois plus. Donc on a vraiment des très fortes ressources en minéraux. Alors voilà, après on peut presque se poser la question de l'intoxication arrivé à un certain moment. Par exemple, j'ai regardé pour le zinc, on est entre 200 et 800 mg par jour chez l'humain. Donc chez la vache, on peut encore monter. Donc ce qu'on peut voir, c'est que on en est encore loin. Et donc il n'y a pas de risque. Et surtout que voilà, les vaches, elles ne vont pas manger uniquement des arbres dans la journée. Donc elles vont aussi manger autre chose, des espèces qui vont être moins concentrées, etc. Maintenant, si on s'intéresse au rendement, donc là, c'est les quelques arbres que j'ai étudiés cet été. On peut voir que les rendements sont assez similaires entre espèces. Donc on a en vert clair les feuilles en bas. Donc on est grosso modo autour de 750 grammes de feuilles en moyenne et 400 grammes de jeunes branches, donc les branches qu'on poussait dans l'année. Donc je parle en matière sèche, bien sûr. Et voilà. Donc ça nous fait des moyennes en gros par arbre de 190 grammes, grosso modo. Et donc si on passe à l'hectare dans le dispositif qu'on a, ça nous fait 100 kg par hectare de fourrage en plus par rapport à l'herbe. Donc voilà, donc on n'est vraiment pas dans quelque chose qui va complètement remplacer l'herbe, mais par contre, nous, on s'en sert par exemple pour mettre les vaches sur les arbres le matin, et l'après-midi, quand il n'y a plus rien à manger, elles rentrent en bâtiment, elles vont manger de l'enrubané ou du foin, et en fait, ça nous permet quand même d'économiser une partie des stocks pour passer l'été. Et pour quand on voit les vignes, on voit donc on a la vigne là qui est en bas à droite, donc on a vraiment des faibles voilà, des faibles rendements, donc autour de 190 grammes par individu. Mais par contre, là, ouais, comme ça a été planté beaucoup plus densément sur notre parcelle, on monte à 110 kg par hectare, alors qu'on était à 100 kg pour les arbres. Bon, grosso modo, on est à peu près équivalent. Après, il y a la question de la repousse, parce que voilà, une fois que les arbres ont été mangés, en quel état ils sont. Donc sur la photo à gauche, là on a une photo que j'ai prise un mois après le pâturage. Donc on voit que les animaux avaient mangé toutes les feuilles, ils avaient même cassé les branches. Et un mois après, alors qu'on était en plein été, hein, le pâturage a eu lieu en juin, la photo je l'ai faite fin août. Et on voit que voilà, les branches sont reparties avec des nouvelles feuilles, etc. Donc il y a une bonne repousse. Et à droite, c'est un arbre que j'avais complètement effeuillé pour pouvoir mesurer le rendement. Donc il n'avait plus une feuille. Et encore pareil, un mois après, on voit qu'il est à nouveau vert et donc, voilà, dans un système où on pâture une fois au début d'été, on pourrait peut-être encore pâturer les arbres à nouveau une fois à la fin de l'été. Et donc, le rendement dont je parlais tout à l'heure, en fait, il pourrait être presque x2, puisqu'il y aura eu 2 pâturages. Pour ce qui est de l'appétence, nous, dans les 4 espèces étudiées, on a une très forte préférence pour l'orme, Orme lutèce, suivi du mûrier blanc. Et par contre, le frêne et l'aulne ont été très peu consommés, ce qui est assez surprenant pour le frêne, parce que c'est une espèce qui est très souvent utilisée en arbres fourragers, en particulier dans le massif central, par exemple. Et nos vaches, nous, l'ont complètement boudé. Donc il va falloir qu'on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'elles n'en ont pas voulu. Et donc est-ce que c'est juste que nous, elles ont eu le choix, elles ont trouvé mieux, donc elles ont laissé le frêne pour s'attaquer à ce qu'elles aimaient,
ou est-ce qu'on a des vaches qu'il faut qu'elles apprennent à lever la tête un peu plus souvent et ça passera mieux. Donc ça, c'est encore des études qu'on est en train de faire. Et pour passer un peu, normalement j'ai une vidéo si j'arrive à la lancer. Voilà. Donc là on voit la vache en train de manger sur son arbre. Donc bien sûr c'est un orme. Et on voit que voilà, elles vont chercher les branches très haut et elles arrivent à les casser pour atteindre des feuilles qui étaient normalement inatteignables. Et donc il y a un très bon jeu de langue à avoir pour pouvoir cueillir les feuilles. Et on va lui laisser le temps. Voilà, là elle va aller chercher au bout et on va voir qu'elle va manger vraiment la tige. Voilà, le bout de la tige qui est encore tendre, encore jeune, et ben ça passe très bien. La vache le mange. Et donc j'ai mesuré qu'en gros, jusqu'à 7 mm de diamètre, elles peuvent manger les branches sans aucun souci. Donc pour conclure, en fait, les arbres fourragers nous permettent de penser la ressource fourragère en 3D. On n'est plus limité à la strate herbacée, on va aussi lever la tête et regarder vers le haut. On a des grandes diversités de valeurs nutritives entre espèces ligneuses. Et par contre, les arbres, ils sont là pour compléter la ration estivale, mais ils ne vont pas complètement la remplacer. Et pour finir, on a une bonne repousse après pâturage. Voilà, donc on peut s'attendre à avoir 2 pâturages dans l'année sans trop de soucis. Merci.